Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je reçois Princesse aux doigts saucisses. Elle a 32 ans et elle souffre d'une spondylarthrite ankylosante axiale et périphérique. C'est le second épisode consacré à cette pathologie, mais il abordera d'autres symptômes de la maladie, comme les gonflements articulaires. Elle nous parlera aussi de la difficulté à vivre une reconversion professionnelle à cause du handicap. En effet, malgré avoir été complètement transparente sur son état de santé, ses nouveaux employeurs n'ont pas su adapter le poste à sa pathologie. Encore une fois, le handicap invisible a laissé des marques. S'ensuivra une multitude d'aberrations administratives qui ont pu la mettre à mal et dans une situation financière extrême. Elle nous parlera du découragement lié à cela et cette sensation de profonde injustice qu'elle traverse encore aujourd'hui. Elle nous parlera aussi de sa sensation de perte de contrôle de son corps au moment du diagnostic, alors qu'elle pensait au contraire le maîtriser. Souvent, je vous rencontre lors de l'enregistrement de votre témoignage et par la suite des liens se construisent, parfois allant même jusqu'à l'amitié. C'est l'inverse qui s'est produit avec Princesse aux doigts saucisses. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'une jolie amitié est née et enregistrer ensemble son témoignage fut une évidence. Je vous laisse découvrir son parcours et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour. Bonjour Yasmine. Alors merci d'être à mon micro aujourd'hui. Aujourd'hui je vais t'appeler Princesse aux doigts saucisses parce que tu souhaites témoigner avec ton nom de compte Instagram et pas ton nom officiel. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu vas nous raconter des choses avec beaucoup d'authenticité, mais où tu préfères garder l'anonymat. Et aussi parce que ton compte, tu ne te montres pas. Et donc tu avais à cœur de pouvoir conserver ce concept-là où finalement tu vas te dessiner, mais tu ne vas jamais montrer d'image de toi. Et donc c'était complètement ok pour moi. Et donc c'est pour ça que je t'appelle avec ce nom de compte. Donc on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. C'est moi qui suis d'abord rentrée en contact avec toi parce que je me suis reconnue dans les dessins que tu faisais et dans les illustrations, dans les textes que tu pouvais faire. Et puis en discutant, on s'est rencontrés en fait. On s'est rendu compte qu'on avait plein d'atomes crochus, plein de choses
en commun. En commun, c'est ça. Et aujourd'hui, on passe le week-end ensemble et on en profite pour raconter ton histoire à mon micro. Ouais, merci de m'avoir accueilli chez toi et c'est super d'avoir découvert toute ta famille. Je suis ravie. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la pathologie dont tu souffres et les principaux symptômes, s'il te plaît? Alors, je souffre comme toi d'une spondylarthrite ankylosante et j'ai les deux formes en fait, la forme axiale, donc qui touche la colonne vertébrale, en particulier les sacro-iliaques, et la forme périphérique, donc qui touche plutôt les doigts, les orteils, et qui s'associe à des gonflements articulaires. Voilà, donc ça génère pas mal de douleurs, et ça peut être assez handicapant. Mais tu vas nous raconter ça. Alors, à quel moment les premiers symptômes sont apparus, si tu peux décrire ce moment-là? Alors, de le donner avec précision, c'est un peu compliqué, mais en fait, je pense que j'en souffre depuis que je suis assez petite. Mais bon, je mettais ça sur... j'étais quelqu'un qui se faisait beaucoup d'entorses. Je me suis aussi fait le coccyx plusieurs fois. Donc j'avais des douleurs au niveau des sacro-iliaques finalement, mais je pensais que c'était lié à ces chutes. J'ai aussi eu une scoliose puisque j'avais beaucoup grandi en très peu de temps. Je faisais 1m75 à 12 ans. Donc j'ai dû porter un corset pour éviter que la scoliose empire. Et forcément, je pensais que c'était des douleurs qui étaient liées à la scoliose. Donc c'est difficile en fait de savoir vraiment, mais on va dire que ça fait à peu près 2 ans et demi que j'ai des symptômes au niveau des gonflements articulaires. Et donc là, c'est dernièrement qu'on a pu me poser le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. D'accord. Les premiers gonflements articulaires, ils étaient où? Ils sont apparus, il y a eu un gonflement articulaire, c'était au niveau d'un orteil. Ça s'est apparu à peu près il y a 2 ans et demi. D'un coup, un matin, je me suis réveillée avec un orteil en saucisse, tout gonflé, tout dur, vraiment très douloureux. Je pensais que je m'étais cassé quelque chose, mais sans m'en être vraiment rendu compte. J'ai laissé traîner la chose, donc je marchais en boitant. En plus, c'était l'été, j'avais pas forcément envie de me préoccupée de ça, donc voilà. Et puis un jour, j'étais en vacances chez mon père et il m'a dit non mais là en fait on va aller aux urgences, c'est pas possible. Et aux urgences ils m'ont fait toute une batterie de tests, des prises de sang qui ne montraient rien de particulier. Et ils ont fait un IRM et ils ont vu qu'il y avait une inflammation de comment ça s'appelait, le long fléchisseur de l'hallux. Donc j'ai appris ça, que c'était le tendon qui relie l'orteil, le gros orteil. Voilà, rien de particulier. On m'a donné des anti-inflammatoires que je n'ai pas pris parce qu'en fait je suis pas du genre à prendre des médicaments et comme on m'avait dit que ça soignait pas mais que ça masquait la douleur, en fait j'avais rien pris et puis ça a duré 9 mois à peu près. D'accord. Donc je suis retournée travailler dans cet état. Ça a été rapidement très compliqué parce que j'avais beaucoup de déplacements et j'avais demandé du coup à être en 100% télétravail. En plus c'était la période où on a eu pas mal de confinements et tout ça, donc ça m'a pas mal arrangé. Et on a été déconfinés, il a fallu retourner au travail et j'ai demandé à mon médecin de me faire un certificat pour rester en télétravail puisque j'avais ce doigt de pied toujours très gonflé et impossibilité pour moi de marcher. Donc très difficilement. Puis ça se passait pas très bien au travail avec mon manager qui était assez toxique. Et c'était en quelque sorte un peu une excuse, un refuge d'avoir ce problème-là qui m'empêchait d'aller physiquement au travail, mais qui me permettait d'être protégée dans ma bulle chez moi. Et donc j'ai laissé traîner un peu la chose. Je suis allée voir une fois une rhumatologue qui m'a dit qu'il y avait pas d'éléments en faveur d'un rhumatisme inflammatoire. Donc j'étais assez rassurée. Puis en fait mon manager m'a posé un peu un ultimatum un matin en me disant lundi t'es au bureau où on trouve un compromis. Et j'ai pas été au bureau, donc on a trouvé un compromis et ça s'est soldé par une rupture conventionnelle, ce qui m'allait très bien. Puis en fait, d'arrêter de travailler, d'arrêter d'être dans le stress avec ce manager toxique, vraiment, mais mon orteil saucisse a disparu du jour au lendemain en fait. Alors que j'ai rien fait de spécial. Oui, donc là j'imagine tu le mets sur le compte du stress et un petit peu du psychosomatique, de se dire c'était parce que j'étais pas bien dans mon travail que ça a traîné, que je m'auto-alimentais pour que ça traîne.
Ok, donc là, pendant plusieurs semaines, ça se passe bien, plusieurs mois? Ouais, plusieurs mois même. Alors j'avais quand même vu un médecin du sport un peu de temps avant de quitter mon entreprise, qui m'avait été conseillé par un collègue. Et lui avait posé pas mal de questions et avait évoqué une spondylarthrite ankylosante. J'arrive même pas à le dire. Et bon, il m'avait demandé de passer un IRM des sacro-iliaques que j'avais fait, qui n'avait rien montré de particulier à part de l'arthrose. Donc voilà, j'ai fait un peu l'autruche et je me suis dit non, mais c'est pas ça, tout va bien, c'était juste le stress. Et pendant 9 mois, ça allait vraiment super. Des petites douleurs, parce que j'ai toujours eu des douleurs au sacro-iliaque, quoi, mais Rien de significatif. Non, j'ai pu faire des randos de plusieurs heures, enfin vraiment. Puis j'entamais un processus de reconversion professionnelle. Donc voilà, j'ai fait des stages j'hésitais entre faire professeur des écoles ou bibliothécaire. Donc j'ai fait des stages dans les deux, puis finalement c'est bibliothécaire qui m'a le plus plu. Et je me suis lancée pour passer les concours, qui sont des concours assez difficiles, qui ont lieu tous les 3 ans. Des épreuves assez longues de dissertation, etc. Il faut beaucoup de culture générale. Donc c'était assez compliqué à travailler. Et puis donc les concours avaient lieu en mai et j'avais pu passer des concours pour m'entraîner au mois de janvier. Donc voilà, à partir de décembre, je me suis lancée dans ces concours en me disant bon bah je les passe et en fait en les préparant, j'ai commencé à avoir un nouvel orteil qui a gonflé et beaucoup de douleurs pour marcher. Donc c'était pire que la première fois. Je suis allée passer les concours. En plus, je me souviens que c'était au 4e étage sans ascenseur. Enfin, c'était très compliqué. De rester assise, c'était des épreuves de 4 heures, 2 fois 4 heures. Très compliqué de rester assis 4 heures sur une chaise. Là, du coup, t'avais des douleurs au sacro-iliaque? Ouais, au sacro-iliaque, aux orteils, aux genoux que je pouvais plus plier, déplier entièrement. Je prenais rien non plus. Et ensuite, j'ai passé ces 2 jours de concours. C'était des épreuves écrites, mais que je voulais pas vraiment avoir. C'était plus pour m'entraîner. Et ensuite, je suis allée consulter notre rhumatologue. Et tout de suite, elle a pensé à un rhumatisme psoriasique, parce que ma mère faisait du psoriasis, mais cutané uniquement. Et rapidement, en fait, on a fait les analyses HLA-B27. Bon, d'ailleurs, elle me l'a annoncé d'une façon un peu particulière, puisque elle m'a envoyé un mail en me disant le HLA-B27 est positif, donc on peut pencher pour une spondylarthrite ankylosante. Point. Pas d'appel ni rien, donc c'était assez violent de se prendre ça comme ça. Puis forcément on est tenté d'aller regarder sur internet qu'est-ce que c'est, ce qui n'est pas forcément une bonne idée puisqu'on voit des cas un peu compliqués. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir pris contact avec une association quand on m'avait parlé de rhumatisme psoriasique au début. Donc c'est l'association qui s'appelle France Psoriasis. Et eux, ils m'ont tout de suite proposé de faire une éducation thérapeutique du patient pour apprendre ce que c'était la maladie. Et via leur intermédiaire, ils m'ont parlé aussi d'une cohorte. Donc c'est une étude clinique où ils recherchent des patients qui étaient en récent diagnostic de rhumatisme psoriasique. Donc j'ai rencontré un grand professeur de rhumatologie qui s'appelle professeur Claude Pierre, très rapidement, donc qui m'a pas gardé dans sa cohorte puisque j'avais déjà eu des symptômes avant un an. Mais il m'a permis d'avoir un courrier où il disait qu'il fallait rapidement me passer sous biothérapie puisque les anti-inflammatoires ne suffisaient pas, la cortisone n'avait pas fonctionné non plus. Parce que j'avais pris pendant presque 5-6 mois des anti-inflammatoires assez puissants en forte dose et cortisone aussi en forte dose et rien ne me soulageait. Les antidouleurs un petit peu, mais voilà. Et du coup, tes bilans sanguins, à part le gène HLA-B27 qui était positif, est-ce que, par exemple, ta CRP et ta vitesse de sédimentation, elles étaient augmentées, marqueurs inflammatoires? Non, rien ne se voyait, c'est ça qui est fou, rien ne se voyait sur le bilan sanguin. Alors, heureusement, ma chance, en fait, c'était que ça se voyait à l'œil nu. C'était vraiment très gonflé et très rouge. Mais sans ça, je pense qu'on m'aurait jamais mis sous biothérapie, ou on m'aurait jamais donné le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Donc c'est terrible de se dire que si ça se voit pas, on ne croit pas. Donc la chance que j'ai eue, c'est que ça se voyait, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment important de le dire. Moi, je le dis aussi dans mon témoignage, puisque le professeur Bréban donne ces chiffres-là où il dit que 50% des gens qui ont une spondylarthrite n'auront jamais de bilan sanguin perturbé.
Et ça, c'est vraiment important, et que chez les femmes notamment, il y a aussi très peu de signes radiologiques, Ouais. même après 20 ans d'activité de la maladie. Donc c'est hyper important aussi ton témoignage de voir que finalement, tu as une errance qui a été relativement courte pour la spondylarthrite ankylosante, parce que tu avais ces symptômes visibles, mais que si tu avais eu des douleurs, par exemple articulaires, au doigt de pied, au genou, sans gonflement, eh bien peut-être que tu ne serais toujours pas diagnostiquée. Ouais. Ça me fait penser aussi, j'ai une de mes tantes qui est en surpoids, et elle a beaucoup de problèmes, des thalalgies, des tendinites à répétition, des problèmes au cervical, etc. Je lui ai parlé de mon diagnostic, parce que j'ai tout de suite pensé à elle en me disant que c'était quelqu'un qui potentiellement pouvait avoir la même chose que moi dans ma famille. Parce que c'est une des premières questions qu'on m'a posées. S'il y avait d'autres personnes dans ma famille, j'ai dit non, puis j'ai pensé ensuite à ma tante. Et puis en ayant le gène, ça pourrait être intéressant. Sauf que ces médecins lui disent que non, ça n'a rien à voir, que elle, tout est lié à son surpoids. Donc c'est assez terrible. Et je la laisse gérer ça. De toute façon, je lui ai donné l'information. Si les médecins qu'elle voit ne veulent pas changer leur diagnostic, je trouve ça dommage, mais... Complètement. Alors moi, pour avoir parlé avec des rhumatologues, ils m'ont tous dit que le surpoids ne pouvait, entre guillemets, n'aidait pas, puisque plus on a de poids, plus nos articulations doivent porter ce poids-là, mais qu'en aucun cas ça justifiait de telles douleurs. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des gens très minces qui ont beaucoup de douleurs, il y a des gens en surpoids qui n'en ont pas du tout. Donc vraiment, faut pas stigmatiser avec ce surpoids-là. Ouais. Et moi, vraiment, des rhumatologues me l'ont dit, non, on s'attarde pas à un éventuel surpoids ou quoi, ça ne justifie pas autant de douleurs. Puis ça n'a pas le même âge non plus. Je pense qu'il y a une histoire de... Moi, on m'a cru parce que je suis pas en surpoids et parce que je suis jeune et que c'est pas normal d'avoir ces douleurs. Mais en fait, quand on est une femme et qu'on est assez âgée et en surpoids, voilà. On rentre plus dans les cases où on est écouté. Donc finalement, tu as ce diagnostic-là de manière très impromptue, sans vraiment lien. Comment est-ce que tu le vis, ce diagnostic, à ce moment-là ? Alors, je fais beaucoup de recherches, donc c'est pour ça que j'ai contacté une association, mais par moi-même. Pas mal de recherches aussi scientifiques, de toutes les publications qu'il peut y avoir. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passait vraiment dans mon corps, de lire des témoignages. Donc c'est pour ça que je me suis mise sur les réseaux sociaux, pour aussi voir s'il y avait d'autres personnes qui étaient atteintes de ces pathologies. Et puis j'ai eu besoin d'exprimer ma souffrance, mon trop plein d'émotions. Et puis moi, une des méthodes pour l'exprimer, c'est de dessiner et de faire des petits textes qui l'accompagnent. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans ce compte. C'est un moyen d'expression de cette douleur-là. Ouais. Et puis d'échange aussi, c'est ça qui m'apporte beaucoup, c'est que de t'avoir rencontré en particulier, de voir que ça peut toucher d'autres personnes, et puis d'avoir tout ce soutien, c'est que du bonheur presque. Oui, d'avoir créé ta communauté aussi avec qui t'échanges au quotidien. Et comme on s'est parlé, je le sais un petit peu, t'avais pu me dire aussi qu'il y avait une période un petit peu de déni, où finalement c'était un petit peu compliqué pour toi d'accepter ce diagnostic-là. Ouais, c'était au tout début quand on me l'a exposé, quand on m'a dit que ça pouvait être une spondylarthrite ankylosante. Moi, je me suis vraiment dit que non, je n'étais pas malade et que c'était uniquement le stress et que je voulais me sentir en fait maître de mon propre corps et de me dire que non, ça d'ailleurs ça va mieux là puisque j'ai plus ce stress et j'ai pas voulu chercher à savoir ce que j'avais ou ce que j'avais eu. C'était pas le bon moment pour moi. Oui, parce que tu passais de finalement presque un contrôle de ton corps, en tout cas une sensation de contrôler ton corps, puisqu'il t'avait protégé d'aller au travail, à tout d'un coup une perte de contrôle parce que tu apprenais qu'il était malade, en fait. C'est ça. Je trouve que c'est le plus dur, de pas pouvoir maîtriser son corps, de pas en avoir l'usufruit, quoi. Oui, c'est ça, complètement. D'être dépendant aussi de lui. Ouais, qui s'exprime pas comme on aimerait qu'il s'exprime. Donc le premier traitement qu'on te propose suite à ce diagnostic-là, c'est lequel ? Alors au tout début j'ai eu les anti-inflammatoires, cortisone, qui n'ont pas eu d'effet majeur. Alors c'était pire quand j'ai arrêté les anti-inflammatoires, mais ça ne dégonflait pas suffisamment pour que je puisse marcher. Donc j'ai eu rapidement, grâce au fait que j'avais un courrier du professeur Claude Pierre qui indiquait qu'il fallait me placer rapidement sous biothérapie, plus ma rhumatologue qui avait des contacts dans les hôpitaux parisiens. J'ai pu avoir rapidement une hospitalisation de jour
On m'a appelé 4 jours avant en me disant bah voilà, lundi vous êtes hospitalisé 2 jours, il faut avoir fait tel IRM. Et ensuite on m'a mis sous Cimzia, donc qui est une biothérapie parmi tant d'autres. Et donc aussi ce qui m'a pas mal aidé, c'est d'avoir les réseaux sociaux pour avoir toutes les explications par rapport à la biothérapie. Parce qu'en fait à l'hôpital, on nous donne juste un petit livret en nous disant bon voilà, c'est susceptible de provoquer plus de cancer de la peau et si vous avez de la fièvre, vous arrêtez tout de suite le traitement. Mais on ne sait pas ce qui se passait concrètement dans le corps et j'avais besoin d'avoir ces explications-là que j'ai pu faire par mes recherches internet ou de voir d'autres témoignages de personnes qui le prenaient, qui étaient en bonne santé, qui faisaient des marathons par exemple. Donc c'était hyper rassurant, je trouvais. Ouais. Et au bout de combien de temps t'as commencé à voir les effets positifs de la biothérapie? Alors assez rapidement, puisque j'ai dû commencer fin juin, début juillet. Et puis j'ai enchaîné aussi par une cure thermale que j'ai fait fin juillet. Donc je pense que mi-août, quelque chose comme ça, j'allais beaucoup mieux. Ce qui était sympa de la cure thermale, c'est que ça faisait un peu miracle de Lourdes, puisque je suis arrivée en fauteuil roulant la première semaine. Ensuite j'ai fait une semaine en déambulateur et ensuite un peu en canne. Et puis à la fin, j'avais besoin de plus rien. Donc c'était trop beau quoi. Oui, c'était la combinaison pour toi et de la cure thermale et de ses bienfaits. C'est ça. Et aussi de la mise en place de la biothérapie. Tu peux nous décrire en quelques mots les soins que tu pouvais recevoir à la cure thermale? Alors, tout d'abord, on a un rendez-vous avec un médecin de la cure qui va faire avec nous le planning pour les 3 semaines. Et je faisais des choses très très douces puisque j'étais en grosse poussée, donc c'était des piscines d'eau thermale, donc une eau particulière avec des propriétés, je ne sais plus lesquelles, des bains de boue en apesanteur, donc on a vraiment une sensation de flotter, de pas sentir son corps qui est top, et des cataplasmes, donc on nous applique de la boue chaude sur certains endroits. Voilà, c'est un moment où en fait on se ressent sur soi. On se cocoon. Voilà. Donc je pense que ça fait du bien à tout niveau et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Oui, mais c'est vrai que tous les rhumatologues sont pas profondément convaincus de ces bienfaits-là. Et justement, le mien, à qui j'en ai parlé, me disait que pour lui, les effets étaient assez restreints, c'est-à-dire que ça marche plutôt bien pendant la cure, mais ça n'a pas d'effet sur le long terme. Et je me suis permise quand même d'évoquer le fait que pour quelqu'un qui a une maladie chronique et qui a mal tous les jours, eh bien des fois, ne serait-ce que d'avoir un répit de 3 semaines, entre guillemets que de 3 semaines, c'est déjà énorme. Et puis ça peut être aussi le premier pas pour apprendre à prendre soin de soi, et ça peut venir changer des choses même par la suite sur sur le long terme, voilà. Tout à fait. Sur la gestion de la maladie, sur s'écouter, s'arrêter avant, prendre soin de soi, et ça je pense que c'est primordial et on le fait pas assez de manière générale. Et je pense aussi que lorsqu'on a une pathologie douloureuse chronique, c'est souvent des personnes qui n'ont pas eu l'habitude de prendre beaucoup soin d'elles ou pas suffisamment. Pas s'écouter, d'aller au-delà de ses limites. Je pense que ça nous parle. Voilà. Ouais. Donc ça peut être une porte d'entrée pour comprendre que c'est important de prendre soin de soi aussi. C'est vrai que notre corps, en fait, on va l'avoir toute notre vie. Et je me dis que j'ai envie d'en avoir un dans le meilleur état possible. Et que c'est pas du temps perdu, finalement, de faire toutes ces choses-là qui peuvent paraître rébarbatives et pas très marrantes, mais en fait, non. On l'a vie, on n'en changera pas. C'est ça, exactement. Alors, je sais que à la fin de cet été-là, justement, il devait y avoir un grand changement pour toi professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Un long chapitre. Donc, j'étais super contente. Alors, j'ai pas passé les concours qui avaient lieu en mai, donc j'étais vraiment dans un sale état. Mais je me suis dit que j'allais essayer de trouver un poste de bibliothécaire. En fait, ça s'appelle adjoint du patrimoine, quelque chose comme ça. Et j'avais trouvé une bibliothèque qui me prenait. Donc j'étais ravie. En plus, ils étaient au courant de ma pathologie parce que j'y suis allée en boitant, béquille. Enfin, j'étais au plus mal. C'était au mois de mai-juin, quelque chose comme ça. Et je leur avais dit que j'allais commencer un traitement qui allait potentiellement pouvoir vraiment améliorer ma condition, mais que c'était pas sûr.
Donc voilà, démarrage en septembre. Et avant de commencer, j'avais vu la médecine du travail parce que j'avais pas encore la RQTH. C'est très long de, Donc de la faire reconnaissance de travailleur handicapé. C'est ça. J'avais fait une demande, mais bon, ça prend plus d'1 an normalement. Et je voulais absolument que ce soit écrit noir sur blanc, que je ne pouvais pas faire certaines tâches parce qu'il y a des choses très difficiles dans le métier de bibliothécaire, comme scanner des livres, les ranger, porter des charges lourdes. Et ça, je savais que je pouvais pas faire ça toute la journée. Donc je suis allée voir la médecine du travail, qui a tout de suite, alors qui d'ailleurs était un peu réticente à me déclarer apte pour ce métier, parce que j'étais transparente avec elle, que j'avais des douleurs aux doigts, aux pieds, un peu partout. Et j'ai dû vraiment faire du forcing en lui disant non, mais moi, pour ma santé mentale, je veux travailler, en fait. En plus, ils sont au courant de ma pathologie, ils sont d'accord pour adapter le poste. Donc, vraiment, j'y allais, pour moi, j'avais un boulevard, quoi. Voilà, donc elle m'a fait un mot, quoi, où elle disait qu'est-ce que je ne pouvais pas faire. Et puis, les premiers jours arrivent et mes premières journées, déjà, je fais 10 heures d'affilée. 10 heures d'affilée en service public, donc c'est-à-dire 10 heures à accueillir les gens, à scanner les livres, à les ranger. Je leur ai dit dès le début que c'était juste pas possible pour moi, que je pourrais pas tenir comme ça, et ils m'ont pas entendu. C'est une pathologie qui se voit pas forcément, on me voyait boiter, mais en fait on peut faire les gestes, et puis après on va avoir un gonflement le soir. Enfin c'est pas immédiat en fait la douleur, c'est ça qui est difficile à doser. Enfin, même moi, je leur ai expliqué que je sais pas, en fait. J'ai pas le mode d'emploi Ikea de mon corps et que je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire. Je connais pas mes limites. Donc, il y a eu pas mal de phases compliquées où j'ai essayé de montrer que je pouvais faire autre chose et tout ça. J'ai essayé à mi-temps, mais bon, ça s'est vraiment plutôt mal passé. Et donc là, je suis en arrêt de maladie depuis le mois d'octobre. Parce qu'en fait, ils te proposaient un mi-temps où tu ne faisais que du service public de toute façon. C'est voilà. Ça. Et donc du coup, des tâches répétitives qui allaient te mettre à mal, et donc tout l'inverse de ce pourquoi tu aurais pu postuler en plus. Enfin voilà, je pense que j'aurais pu apporter d'autres choses qui t'auraient pas sollicité de la même manière, et où t'aurais pu te préserver et en même temps réellement travailler et apporter tes compétences. Toutes les phases d'animation en bibliothèque, enfin il y a plein de choses qui sont très différentes, l'accueil des scolaires et tout ça. Bon, voilà. Donc par la force des choses, t'as été amenée à être obligée d'être en arrêt maladie parce que t'étais trop mal. Et puis le problème, c'est qu'ils font je sais pas s'ils font ça exprès, mais ils n'envoient pas les attestations de salaire à l'assurance maladie. Enfin, ça a été très très long. Là, normalement, ils ont tout envoyé, mais bon, on est au mois de février, quoi. Et ce qui fait que j'ai pas pu faire un dossier pour avoir éventuellement des indemnités d'arrêt maladie. Donc, depuis le mois de septembre, je ne touche rien, puisque j'ai été radiée de Pôle emploi, comme je suis en arrêt maladie. Donc je suis sortie d'une situation financière où j'étais confortable sans travailler, vraiment, parce que je gagnais plus qu'en travaillant. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que quand tu t'es lancée dans cette reconversion-là, tu avais des droits au chômage pendant encore 2 ans, enfin 1 an et demi. Donc c'était vraiment un désir réel de travailler, de te replonger dans le monde du travail et de redécouvrir un monde social, voilà. Et alors que t'aurais très bien pu attendre encore et toucher tes indemnités. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation financière qui est intenable. Non, c'est terrible. Donc, toutes les 2 semaines, déjà, je fais prolonger mon arrêt maladie. Là, j'ai encore rendez-vous avec la CPAM pour voir si mon dossier est complet et s'ils ont bien tout. Et sinon, la médecin du travail a été très compréhensive. Parce que j'aurais proposé aussi à la bibliothèque de me licencier, en fait, parce que je suis en période d'essai. Donc, voilà, moi, comme ça, je retouchais mes indemnités, tout allait bien. Ils ont refusé, ils m'ont dit que si je pouvais démissionner, mais que eux, ils ne me licencieraient pas. Donc la médecin du travail m'a proposé qu'on fasse une procédure pour inaptitude au poste, et c'est ce qui a été enclenché. Donc normalement, ils ont 1 mois pour me licencier, mais ils peuvent me proposer, un reclassement, toutes sortes de choses. Et ils m'avaient déjà proposé de faire de la surveillance de salle. Sauf que, en fait, moi, j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement, et puis même surveillance de salle, on est sur une chaise, ou debout, c'est trop compliqué. C'est pas du tout adapté pour moi, à tout niveau, quoi. Et puis t'as d'autres choses à apporter. Ouais, je pense. Voilà. Donc non, c'est
un moment compliqué qui est très stressant et très angoissant quand on se retrouve comme ça sans ressources alors que c'était pas prévu, surtout quand on a une maladie et qu'en fait ça coûte cher malgré qu'on soit en affection longue durée et que certaines choses sont prises en charge, mais voilà. Oui, puis c'est surtout vraiment de se retrouver dans une situation où ça partait d'un très bon sentiment et ça se retourne contre toi. Ouais. T'avais vraiment envie de retourner dans le monde du travail à la hauteur de ce que tu pouvais avec ta pathologie et ton état. Et en fait, ça se retourne contre toi et c'est malheureux quand je t'entends dire que finalement ça aurait été plus simple et que t'aurais mieux gagné ta vie en n'essayant pas de te reconvertir. Pas de travailler. Puis surtout, je pensais que la fonction publique avait plus de... Voilà, qu'il y avait une autre politique vis-à-vis du handicap et une meilleure compréhension. Enfin, le fait qu'ils aient voulu m'embaucher alors qu'ils savaient ma pathologie, moi j'étais là, mais c'est super. Enfin, ça va être des gens géniaux. Et en fait, ils ont pas compris. Ils ont pas compris. Ma manager m'a fait doucement rigoler quand elle m'avait dit, je lui ai dit le nom de ma pathologie parce que j'avais préféré être transparente. Et elle m'avait dit, ah mais je connais quelqu'un qui a une spondylarthrite, il vit très normalement. Et j'ai fait, ah oui, alors je lui ai posé des questions en étant intéressée. Ah oui, d'ailleurs, d'accord, il prend un traitement, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais ça fait une dizaine d'années que j'ai pas de nouvelles. Bah alors, genre, et puis bon, même... Et puis en fait, faut arrêter de faire des généralités. Oui, ouais. Il y a des gens qui ont une spondylarthrite très légère et qui vont être très peu handicapés, qui en prenant un anti-inflammatoire de temps en temps, voilà, ça suffira très bien. Et il y en a d'autres qui sont en fauteuil roulant. Ouais, non mais... Il y a tous les cas de figure, et c'est ce que je dis, il y a autant de spondylarthrite qu'il y a de personnes atteintes de spondylarthrite. Donc il faut arrêter de généraliser et de vouloir coller, ah oui, mais moi je connais une amie, elle va très bien, peut-être qu'il faut que tu te motives plus à ceci, il faut que tu fasses plus cela. on l'a tous entendu, c'est vrai. C'est ça, mange, arrête le gluten, arrête le lait et fais du sport. Alors ça justement, c'est des choses que toi tu as essayé, je sais. Oui, bah en fait quand on a des sports de cause, on va tout essayer quoi. Enfin, je suis même allée voir des magnétiseurs, toutes sortes de choses. Voilà. Bon, moi le gluten, ça n'a pas été transcendant, ça m'a aidé pour mieux digérer les anti-inflammatoires, mais sinon au niveau des douleurs, j'ai pas vu d'amélioration. Voilà. OK. Alors qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui en place pour vivre au mieux avec la spondylarthrite? Alors déjà, je vais beaucoup mieux que ce que j'ai connu, donc ça fait beaucoup de bien. C'est plein de petites choses. Bon, bien sûr, c'est le traitement, la biothérapie, tous les 15 jours. C'est de faire de la balnéothérapie, donc ça c'est en piscine avec un kiné. Ça ressemble un peu à de l'aquagym finalement. Bon, tu connais bien. En assez doux. En très doux, oui. J'essaie d'y aller 2 à 3 fois par semaine. Je fais aussi de la kiné et puis du yoga. Et tous les matins, et même plusieurs fois par jour, je fais des mouvements, que ce soit sur une boule, enfin voilà, une boule de fitness, ou je fais des étirements de yoga. Et c'est ce qui me permet de rester en forme, en fait. Comment a réagi ton entourage par rapport à ta maladie et au diagnostic? Est-ce que tu as été accompagnée, entourée? Comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là? Alors j'ai vraiment eu 2 extrêmes. J'ai eu de la chance d'avoir un conjoint qui m'a soutenue et qui est resté, alors que pour moi c'était très difficile de me voir diminuer physiquement comme ça. Et je comprenais pas qu'on puisse rester avec moi dans cet état-là, parce que même moi je ne m'aimais plus. Donc heureusement qu'il était là et qu'il m'a soutenue. Et j'ai eu aussi des personnes où j'ai pas compris leur réaction. Enfin, c'était un mélange de déni, de rejet en fait, parce que ça leur fait peur finalement, ça. Et c'était très douloureux parce que c'était des personnes qui étaient dans mon cercle familial et de pas être cru par des personnes qui sont censées être des gens qui nous aiment, qui nous proches. Et d'être même dénigré en fait, on se sent plus la personne qu'on était avant. Enfin, c'était très très douloureux. Enfin, ça l'est toujours parce que ça s'est pas résolu. Et au niveau amical, il y a des personnes qui ont été adorables, qui se sont révélées trop chouettes, et d'autres qui, pareil, ont fui. Alors soit sans les entendre, ou soit qui ont dit haut et fort que ça leur convenait pas mon état en fait et qu'ils l'entendaient pas. Ouais, ça c'est douloureux quand ça. Ouais. Mais
voilà, ça permet aussi de faire le tri avec et de se rendre compte des gens qui sont vraiment là pour nous et de ceux qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, ou sur qui on ne peut pas compter finalement. Ouais. Il y a eu un renouvellement amical en tout cas, et c'est vrai que d'avoir les réseaux sociaux, ça m'a permis de faire des super belles rencontres que j'aurais jamais imaginées. Et c'est important, je trouve, de pouvoir échanger avec des personnes qui ont des pathologies similaires ou qui ont des problèmes similaires. Alors c'est bien de pas s'enfermer non plus dans quelque chose de pathétique, entre personnes qui souffrent, mais on se comprend en fait, et on peut parler de cœur à cœur. Voilà. Et en fait, quand il y a qu'une personne qui sait ce que c'est que d'avoir mal tous les jours, qui peut vraiment venir comprendre, en tout cas dans une juste mesure, je pense, ce qu'on peut vivre. C'est ça. C'est vrai que des personnes qui ne connaissent pas ça, c'est très difficile de leur expliquer. Et je compare ça souvent à des acouphènes. Je compare la douleur à en fait, quand on a un acouphène, on peut plus rien entendre, on a que la douleur qui est là et on peut rien faire d'autre. Et puis sinon, on vit avec une sorte de bruit ambiant qui est pas agréable, mais on arrive à faire des choses quand même. Donc là, je suis au niveau sonore d'un préau d'école quand il pleut. Donc on arrive à tenir, mais on est plus vite fatigué. Et c'est ça aussi, je pense que c'est une composante importante de la maladie. Je trouve qu'on fatigue plus. Et je pense que c'est parce que notre corps est totalement, tout le temps en train d'être en inflammation, en fait, de produire des anticorps qui vont attaquer, j'aime pas ce mot, mais attaquer nos articulations. Et même si on a la biothérapie qui les contre, il y a quand même une bataille, en fait, qui se lit dans notre corps et qui nous fatigue, finalement. Oui, c'est vrai. Et c'est un des critères de la maladie, c'est vraiment la fatigue. Ouais. Et puis après, il y a aussi le fait de moins bien dormir avec les douleurs, et qui engendre une fatigue chronique, puisque le sommeil n'est pas récupérateur comme une personne lambda. Tout à fait. Alors justement, là, tu parlais de tes ressentis. Qu'est-ce que tu aimerais, et de ce qui a fait que tu allais mieux, qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui vient d'apprendre qu'elle a une spondylarthrite, par exemple? Alors, de s'entourer au maximum de personnes qui vont être bienveillantes avec elle. On va pas s'encombrer de personnes qui nous font du mal. On a déjà sa douleur à gérer, et de se rapprocher d'associations ou des réseaux sociaux, d'échanger avec des personnes qui ressentent les mêmes choses. Moi, je trouve que ça m'a énormément apporté et ça m'a fait grandir, parce que on a plein de partages avec plein de gens, des bonnes astuces. C'est libérateur, et puis d'avoir des exemples positifs aussi autour de soi, de personnes qui sont atteintes. C'est important. C'est ce que j'essaye de faire aussi. J'ai eu besoin de trouver des personnes célèbres qui ont réussi leur passion, leur vie, malgré la maladie, malgré les douleurs. Et ça m'avait fait beaucoup de bien de voir ça. On peut rebondir qu'on peut vivre avec la pathologie, et qu'il y a des moments plus faciles que d'autres. C'est ça. Ça a été vraiment vital pour moi, parce que j'avais besoin d'avoir des exemples positifs de personnes qui continuent de croire en leurs rêves et continuent d'exercer leur passion, et de voir que la vie pouvait continuer malgré la spondylarthrite. Oui, c'est vrai que c'est important de voir des exemples de personnes qui s'en sortent, ou qui arrivent à vivre avec cette maladie-là, et à mener une vie pas normale, mais en tout cas la plus épanouissante possible. C'est ça. C'est un message d'espoir. Tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose ? Je voudrais dire que il faut pas perdre espoir, parce qu'il y a beaucoup de recherches médicales qui est faite sur la spondylarthrite ankylosante. Faut pas se le cacher, c'est une maladie qui touche pas mal les hommes aussi, et qu'il y a quand même plus de recherches quand ça touche les hommes. Donc on a de la chance dans notre malheur, entre guillemets. Puis de se dire que il y a plein de belles choses qu'on peut faire quand même si on a des douleurs, et que la vie vaut la peine d'être vécue, et qu'il faut garder espoir. Merci beaucoup pour être venue témoigner à mon micro et d'avoir partagé ton histoire. Merci Yasmine de m'avoir encore une fois accueillie chez vous. Donc c'est très chouette ces moments partagés ensemble. À très bientôt. À bientôt. Merci encore Princesse aux doigts saucisses pour avoir accepté de témoigner. Merci d'avoir levé le voile sur l'envers du décor concernant le handicap et le monde professionnel. Il y a encore tant à faire à ce niveau-là pour que les mentalités changent et que les autres autour de nous voient notre différence comme un atout et non comme un frein. Oui,
s'en déteint car cela montre notre résilience et notre persévérance à toujours continuer d'avancer malgré les difficultés. Je suis vraiment reconnaissante que cette aventure m'ait conduite à te rencontrer. Et je sais au fond de mon cœur que ce n'est que le début d'une belle histoire d'amitié. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, Un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.